Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Le majeur qui nous intéresse dans la première partie de notre émission, c'est la Ligue 1 Conforama, autrement appelée la Ligue des talents. Fifi Assogbavi, d'abord, première question en général, a-t-on assisté à un bon championnat dans l'Hexagone ? Un bon championnat, oui. Je dirais un championnat moyen parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Il n'y a quasiment pas eu de suspense et tout a été dessiné dès la première journée avec au finish le sac du Paris Saint-Germain qui règne là-bas depuis quelques saisons maintenant. Donc il n'y a pas eu tellement de suspense en haut et peut-être pour la deuxième place, la place qualificative également directement qualificative pour la Ligue des Champions. Peut-être à ce niveau-là où on a vu Lyon et Lille mener en tout cas une certaine bataille jusqu'au bout avec le sacre de Lille pour cette seconde place-là. Et c'est ce que je peux dire. Hein. Et puis, il y a eu Saint-Étienne aussi qui a réussi à prendre cette quatrième place qualificative pour l'Europa League. Mais en général, nous pouvons dire qu'il n'y a pas eu assez de suspense dans ce championnat-là, surtout en haut de classement. Aussi bien en bas, parce que dès les premières journées, Guingamp a été la lanterne rouge, a été en bas et jusqu'à la fin a été en bas. Maintenant, nous allons peut-être parler également de la place de barragiste où on voyait pas du tout Dijon. C'est vrai que Dijon quand menait un peu la bataille à ce niveau, mais finalement, c'est à la dernière journée, avec quelques concours de circonstances, Dijon a obtenu cette place de barragiste et il joue d'ailleurs dimanche le match retour de ces barrages-là. Et Dijon pourrait être maintenu en Ligue 1 Conforama. Roméo, depuis l'ère Qatari, on sait que lorsque le championnat va débuter, tout de suite, on met les projecteurs sur cette équipe du Paris Saint-Germain. A-t-on raison de croire que le championnat est presque déjà joué ? Oui, par rapport à l'effectif parisien. Mais ce qui a été intéressant cette saison, c'est la fin de saison pour le Paris Saint-Germain. Pratiquement cette équipe, après avoir été éliminée en Ligue des Champions, a perdu le nord. Même des équipes à budget très faible arrivaient à damer le pion à l'ogre parisien. Le Paris Saint-Germain n'a pu faire 3 sur 3 en France. C'est seulement le titre que les Parisiens ont eu. Je pense que cette saison a été une saison bien difficile pour les Parisiens, même s'ils ont été champions de France bien voilà, un championnat bien sûr. Beaucoup de journées avant la fin donc de cette saison. C'est bien pour les Parisiens. Maintenant, au plan performance individuelle des joueurs, je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas été à la hauteur des attentes. Armel Ouaba, on parle notamment de cette équipe du Paris Saint-Germain puisqu'elle est championne de France pour une énième fois consécutive. Hein, ça, il faut le reconnaître. Mais pour vous, ce n'est pas une surprise de voir les Parisiens être champions. Non, pas du tout. Le Paris Saint-Germain n'a plus d'égal en matière de championnat. Il n'y a que des clubs qui viennent par moment l'attituer cette équipe parisienne. D'accord. Sinon, dans l'Hexagone là-bas, voilà, c'est un championnat à mon avis à sens unique. Il y a une locomotive, voilà, qui est devant et puis des wagons qui suivent et qui se remplacent parce que des saisons c'est Monaco, d'autres saisons c'est Lyon. Mais j'ai été aussi impressionné par cette fin de saison lorsqu'on a vu la bataille pour la Ligue européenne des champions, entre Lyon, entre Saint-Étienne, voilà, voir d'autres équipes comme ça qui viennent se mêler à la lutte. Ça, c'est une très très bonne chose. Au moins pour le wagon dont on parle, c'est beaucoup d'équilibre. Hein. Il n'y a pas de fossé entre les équipes et surtout la très belle saison de cette équipe lilloise qui a su par moment aussi aspirer les autres équipes. Saint-Étienne qui n'a pas non plus un gros budget mais qui a su jusqu'à la fin. Et puis même entre-temps, on a vu Rennes faire de très bonnes choses, non seulement en Coupe de la Ligue ou bien en Europa League également. Oui, en Coupe de France. Voilà, ils ont battu le Paris Saint-Germain. Voilà, mais surtout en Europa League en battant Arsenal avant de s'incliner à l'Emirates. Voilà, ça a donné un peu du suspense à ce championnat-là. Suspense qu'a levé le Paris Saint-Germain puisqu'il n'y a pas d'égal pour le Paris. Restons avec le Paris Saint-Germain. Neymar, Angel Di Maria, Edinson Cavani, entre autres Kylian Mbappé. Sont-ils les hommes forts de cette équipe de Thomas Tuchel ?
Oui, je dirais qu'ils sont les hommes forts. Un peu moins cette saison Cavani qui a été beaucoup blessé, mais je pense à Mbappé, il a été le meilleur sur toute la saison du Paris Saint-Germain. Je pense à Di Maria qu'on n'a pas vu à ce niveau la saison dernière, qui cette saison quand même a essayé de rehausser son niveau. Peut-on citer également Choupo-Moting? Non, non, pas du tout. On ne peut pas citer Choupo-Moting parce que même l'arrivée de Choupo-Moting est une surprise pour tout le monde. Au Paris Saint-Germain, est une surprise pour tout le monde. Maintenant, il y a Neymar qui est arrivé et qui a commencé très bien la saison et qui était à un moment donné l'un des hommes forts. Mais on a vu également avec sa blessure, il s'est un peu éloigné des pelouses. Et pour moi, les hommes forts, je citerai Mbappé, Di Maria et puis dans une bonne mesure Neymar et Cavani. On a vu également quelques champions du monde du côté du Paris Saint-Germain comme Prenel Kipembe qui à un moment donné était dans le dur. Roméo Yetoa. Surtout vers la fin de saison, on ne le retrouvait pas. C'est un joueur psychologiquement atteint par les événements malheureux qui ont frappé son club. Je pense que le Paris Saint-Germain a su tenir la barque jusqu'à la fin. Maintenant, on verra bien la saison prochaine parce qu'on annonce beaucoup de départs du côté des Parisiens. Peut-être une information qui va faire du plaisir aux supporters parisiens. Le joueur Kylian Mbappé, pour l'instant, sa sortie catastrophique, on va dire, a été recadrée. Et pour l'instant, il a la tête au Paris Saint-Germain. Et surtout qu'on l'annoncerait du côté du grand Real Madrid. On va suivre tout ça quand même de très très près durant tout l'été. Alors, on va parler également toujours de cette équipe du Paris Saint-Germain. Parlons du joueur, de l'entraîneur Thomas Tuchel. Avez-vous pensé qu'à un moment donné, il a perdu la maîtrise de son vestiaire? Oui, je crois. Vous savez, moi, je me suis dit en début de saison, lorsque le technicien allemand a débarqué à Paris, que personnellement, pour moi, ce n'était pas l'homme de la situation. C'est-à-dire que le CV déjà ne plaidait pas en sa faveur. Une seule Coupe d'Allemagne avec le Borussia. Tuchel n'a jamais coaché de grandes équipes avec de grandes stars, avec de grands égos. Donc, ce serait difficile déjà avec les Neymar. Même Dani Alves, c'est beaucoup d'expérience avec le Football Club Barcelone, la Juventus et Chichira. Donc, il n'a jamais eu à se confronter à de tels joueurs qui ont de tels vécus et donc qui forcément ont beaucoup d'orgueil. Maintenant, à un moment, ça aussi, ça a payé. Il a pêché où? Choix des joueurs, complaisance, quand il affiche son amitié ouverte avec Neymar, par exemple. Voilà, ça a été, je pourrais dire, la goutte d'eau qui a débordé le vase, cajoler comme ça Neymar, le prendre, le chouchouter à un point. C'est vrai que dans le bon sens, ça peut marcher, parce que quand on dit qu'il est le meilleur joueur, ça fait prendre conscience aux joueurs. Mais ces deux joueurs-là au monde qui le font, c'est Cristiano Ronaldo et puis Messi. Neymar, c'est entre guillemets un enfant gâté. C'est le troisième larron. Voilà, un enfant gâté à mon avis. De toute façon, moi je pense que le problème du Paris Saint-Germain, à ce moment précis, ce n'est pas un problème d'entraîneur tant que ça. Je m'explique. Quand vous avez les mêmes joueurs qui gagnent les mêmes choses, à un moment, il n'y a plus la même envie, il n'y a plus la même motivation. Tuchel, lui, n'a jamais gagné le championnat français, la Coupe de France, la Coupe de France. Mais tous ces joueurs-là qu'on a cités, ils les ont tous gagnés et répétitivement. Ça veut dire qu'à un moment, la même motivation... Il n'avait plus faim, ces joueurs? Il n'avait plus faim. Clairement. Et à un moment, comme l'a dit Marquinhos, il n'y avait plus d'envie. Surtout que Rennes est passé aussi par là en Coupe de la Ligue. Donc, ils étaient en Coupe de France, ils étaient totalement démotivés. Et donc, le seul entraîneur qui peut arriver aujourd'hui, c'est un entraîneur de classe mondiale, comme les Mourinho, qui ont pour priorité la Ligue des Champions pour motiver ces joueurs-là. On veut ajouter quelque chose avant de retrouver Fifi, on passe à autre club. Je pense que le problème des Parisiens, ce sont les dirigeants du club. Thomas Tuchel, à son arrivée au Paris Saint-Germain, on a vu ses premiers pas. Il a su recadrer certains joueurs, il donnait confiance à tout le monde pratiquement. Mais en mi-chemin, on a constaté que les problèmes ont refait surface. Les problèmes dont sont victimes la plupart des coachs. Le vestiaire qui passe derrière l'entraîneur pour aller discuter directement avec les premiers responsables
responsables du club. Je pense que cette atmosphère pourrie au niveau du vestiaire des Parisiens a été occasionnée par Emery. Souvenez-vous, c'est sous ces ordres qu'il y avait ce penalty gate. Il n'a jamais su régler voilà, cette situation. Et Thomas Tuchel aussi, qui est arrivé dans cette situation, n'a pas pu se démarquer de Neymar. Il a affiché totalement son admiration pour le joueur brésilien et lui aussi il en a profité. Maintenant l'obsession des Saint-Germain, des Parisiens, c'est la Ligue des Champions. Et une fois que Paris Saint-Germain ne gagne pas la Ligue des Champions, la suite de la saison est toujours catastrophique pour les Parisiens. Il va falloir psychologique bien sûr, psychologique, et ce ne sont pas de bons joueurs qui manquent au sein de cette formation. Même on peut amener un entraîneur de classe mondiale si on n'arrive pas à traiter le problème à la source. Je crois que ces mêmes situations vont se répéter pour les Parisiens. On a vu comment cette équipe s'est lamentablement éliminée par Manchester United en 8e de finale de Ligue des Champions. Oui, je crois que Armel et Roméo ont dit beaucoup de choses, mais en même temps, c'est vrai, il y a eu un problème psychologique, mais l'entraîneur aussi n'a pas aidé l'équipe en parlant de problèmes psychologiques. Moi, j'ai vu un Tourelle. À son arrivée, j'ai un peu apprécié parce que il avait eu un discours intéressant et on se disait qu'il allait apporter quelque chose. Mais j'ai remarqué que dès que l'équipe est en difficulté, on sent l'entraîneur aussi en difficulté. On sent qu'il n'a pas la même mise sur l'équipe. C'est quand l'équipe marche, quand le Paris Saint-Germain est en train de gagner, qu'on sent que l'entraîneur est présent. Mais quand l'équipe commence à douter, on a l'impression que l'entraîneur aussi perd ses repères. D'aucuns pensent même que le Paris Saint-Germain peut jouer sans entraîneur. Oui, dans certaines situations, on a l'impression. Quand vous prenez même le match retour face à Manchester United, quand vous prenez le match face à Rennes, du moment où le Paris Saint-Germain a commencé par douter, on ne sent plus un entraîneur. Vous pensez qu'il manque de caractère, Thomas Tuchel, dans la façon de gérer l'équipe? Est-ce que je vais parler de caractère? N'a-t-il pas de mental de gagnant? Un mental de gagnant, oui, peut-être il a un mental de gagnant, mais c'est quand l'équipe est en difficulté, quand l'équipe est en train de gagner, il est là, il est dans l'euphorie, on le sent. Mais dès que l'équipe est en difficulté, l'équipe ne se retrouve pas. Donc il a des problèmes alors. Il a des problèmes. On ne retrouve pas un entraîneur qui peut regarder sa troupe, qui peut insuffler cet avis d'aller de l'avant, d'aller taper du poing sur la table. Non, on ne le sent pas. C'est là véritablement qu'il a péché. Et il a dû sur la planche parce que la Ligue des Champions l'a gagné. Il faut afficher plusieurs valeurs. Justement. Alors Fifi, on va parler d'un autre club, le Dauphin du Paris Saint-Germain, Lille, avec un magnifique Nicolas Pepe cette saison. Nicolas Pepe qui a marqué 22 buts cette saison. Il faut le faire. Elles sont 15 points au finish. S'il était en première ligue, il serait meilleur buteur. Et puis une deuxième place au classement. C'est une équipe qu'on n'attendait pas du tout parce que cette équipe de Lille la saison dernière était pratiquement reléguée en fin de saison. Elle s'est sauvée in extremis. Et maintenant, donc, personne n'attendait cette équipe, mais avec la jeunesse, avec des jeunes joueurs, je crois que le fait qu'on ne les attendait pas aussi a permis à cette équipe de pouvoir mieux jouer parce que quand on les recevait, c'était pas ça et Nicolas Pepe, Bamba, et ce sont des joueurs qui véritablement ont essayé d'amener cette équipe de l'avant avec un entraîneur Galtier qui était au rendez-vous, qui termine meilleur entraîneur de la Ligue 1. Et il faut dire que c'est la surprise de cette Ligue 1. Vous voulez dire la révélation aussi peut-être? La révélation. Pourquoi pas? La surprise voilà, de cette saison. Armel Ouaba, Christophe Galtier, quand vous le voyez ce monsieur, qu'est-ce qu'il dégage quand vous l'appréciez sur le banc d'un entraîneur de match? De la sénérité, d'abord, parce que Christophe Galtier, ce n'est pas quand même... Donc, on dit que c'est le Mourinho français. Hein. Oui. Et puis, il a un peu des apparences de D'accord, et il s'apprécie beaucoup les deux hommes. Ce n'est pas le dernier quand même venu en matière d'entraîneur. Là-bas en France, on connaît les années qu'il a faites avec le Saint-Etienne, notamment. Donc, c'est déjà beaucoup d'expérience. Et puis, Christophe Galtier, c'est aussi quelqu'un qui sait canaliser la pression. Saint-Etienne, justement, on en parle, c'est un chaudron. Il y a une grosse pression là-bas. Une grosse pression, même s'il n'y a pas de gros moyens financiers, c'est un public exigeant. Un peu comme Liverpool. Hein. Voilà, et donc déjà avoir su gérer tout cela, ce n'est quand même pas Lille, qui n'est pas pareil que Saint-Etienne, que Galtier ne va pas pouvoir gérer. Parce qu'il faut le préciser, quand Galtier arrive, cette équipe, elle était au fond du classement. Et donc il y a d'abord eu cette étape où Galtier a su maintenir cette équipe en première division. Déjà avec Nicolas Pepe qui se signalait la saison passée, mais on ne le connaissait pas trop, il n'était pas trop médiatisé. Et donc aussi, c'est aussi une année non seulement de
révélation, j'ai envie de dire, mais de confirmation. Pour Nicolas Pepe. Et donc, il ne fait que confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Et d'ailleurs, Nicolas Pepe, d'après la petite anecdote, il était gardien. Oui, et donc, il disait que je sais un peu anticiper les réactions des gardiens, ce qui m'aide beaucoup dans beaucoup de cas. Voilà. Intéressant. Nicolas Pepe. On va toujours parler de cet Africain-là qui a reçu le prix Marc-Vivien Fourré, qui finit deuxième meilleur buteur du championnat derrière Kylian Mbappé. Il sera à la CAN. Oui. J'ai l'impression que Lille révèle les joueurs ivoiriens. Oui, il y avait Gervinho qui était passé par là. Justement. Donc c'est un club vraiment qui permet aux joueurs, surtout aux jeunes talents, de pouvoir éclore. Quand vous êtes dans une telle formation, que vous avez toute la latitude de pouvoir jouer chaque match, c'est l'occasion de mieux s'exprimer. Je pense que Nicolas Pepe a su saisir cette opportunité pour s'exhiber. Il sera à la CAN. Je pense que ça va apporter beaucoup de bien à cette formation ivoirienne. Il a été d'ailleurs le joueur africain de la Ligue 1. Je crois que toutes ces bonnes choses qui s'enchaînent pour Nicolas Pepe ne peut que galvaniser le joueur. Et quand vous faites une magnifique saison, tout de suite les grosses sirènes retentissent et il semblerait qu'il va déjà quitter l'Hexagone pour un championnat plus huppé où suffisamment où il y a beaucoup plus d'argent. C'est ça, Fifi? Oui, c'est ça. Et c'est une bonne. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui. La saison que ce garçon vient de faire là, je le vois, je crois qu'il doit partir, il doit aller dans un club plus huppé. Maintenant, attendons de voir son choix parce qu'il y a beaucoup de clubs. On parle d'Angleterre, on parle même du Paris Saint-Germain. Donc, on va voir le choix qu'il va faire et c'est à partir de ce choix-là qu'on va déterminer s'il y aura véritablement une grande carrière. Oui, attention quand même, parce que moi, je ne voudrais pas que Nicolas Pepe se perde un peu comme Charles Toko et Cambi, votre ami qui est aujourd'hui côté de l'Espagne. C'est vrai, Villarreal, mais ce n'est plus le même. Vous le voyez mieux en Angleterre, Pepe? Oui. Non. Pour aller au Paris Saint-Germain. Pour sa technique, moi je dirais que Pepe serait mieux pour l'Espagne. Pour l'Espagne, n'est-ce pas? On va parler d'un autre club qualifié pour la Ligue européenne des champions après le Paris Saint-Germain. C'est Lyon. C'est votre équipe de votre ami Jean-Michel Aulas. C'est Lyon grâce à la victoire de Chelsea à l'Europa League. Justement. Lyon est automatiquement qualifié pour la phase de poule de la Ligue des Champions. C'est une bonne nouvelle. Et Aulas peut dire merci. Qu'est-ce qu'il a fait il a tuté évidemment, bien sûr. Ah oui. Ouais, mais je crois que c'est une bonne nouvelle pour Lyon. Même moi, je vois Lyon déjà. C'est la place de Lyon cette fin de saison? Non, bon? la place de Lyon en début de saison, que si on fait les prévisions, c'est la deuxième place. D'accord. Lyon, parce qu'après le Paris Saint-Germain, en termes de qualité, on va parler de Lyon. Mais Fifi, elle n'est pas loin. Hein. Lyon est à 3 points derrière Lille. À 3 points derrière Lille, mais c'est pourquoi je disais Lille, c'est la surprise. Lyon, sa place, c'est la deuxième place. Et je vois peut-être Marseille à la 3e place. Mais ça n'a pas été le cas. Exactement. Et Lyon est quand même 3e. Mais on dit souvent tout est bien qui finit bien pour Lyon qui termine 3e. Saison difficile. Hein. Difficile, mais qui se retrouve quand même en Ligue des Champions. Moi, je pense que cette équipe de Lyon, elle a la chance de se retrouver dans un championnat où ceux qui suivent le Paris Saint-Germain ne sont pas aussi forts que ça. Parce que Lyon, avec toutes les inconstances de cette équipe-là, elle n'aurait pas pu être 3e s'il y avait d'autres équipes plus sérieuses. Marseille, par exemple, qui nous fait une très bonne saison. Même ou encore Monaco, qui s'est perdu entre-temps. Lyon peut aller facilement en Ligue Europa. C'est dire aussi la pauvreté à un moment de ce championnat-là, parce qu'avec ce que nous a offert Lyon cette saison, il est bien possible que Lyon n'accède pas à la Ligue européenne des champions. Roméo, on a vu également que cette équipe lyonnaise, avec Fekir, Traoré, Memphis Depay, c'est certes un collectif bien huilé sur le papier, mais sur le terrain, ça ne marche forcément pas. Le problème de caractère au niveau des clubs français revient toujours, parce que ce Lyon qui a joué contre c'est Manchester City. On a vu toutes les difficultés pour les Sky Blues au match aller face aux Lyonnais et même face au Barça au match aller. C'est difficilement que le Barça a pu quitter Lyon sans prendre de but. Je pense que Lyon, c'est une équipe qui a des joueurs de qualité, mais ce ne sont pas des joueurs extraordinaires dans certains matchs. Je crois que c'est ce qui a pesé lourd vers la fin de saison. Une fois qu'on fait un très mauvais match en Ligue des Champions, en championnat,
ça se répercute également. Et les joueurs parfois ne se retrouvent pas dans des matchs. Mais heureusement pour les Lyonnais, Chelsea a pu valider leur billet pour la Ligue des Champions. Et entre-temps, Bruno Genesio a fait ce qu'il a pu faire en quittant le club, remplacé par un duo brésilien. On en parlera dans les jours à venir. Parlons de l'AS Saint-Etienne également, qui est en Ligue Europa. Qui est juste derrière. Qui termine quatrième, derrière Lyon, avec son 6 points. Oui. Avec son entraîneur déjà qui part. Oui, Jean-Louis Gasset. Gasset qui part aussi, qui a annoncé. Il dit qu'il est fatigué, il va aller à la retraite. Il est âgé, qui privilégie la famille. La famille. On le comprend très bien, mais son club, il a essayé quand même de maintenir ce club-là, la 4e place, et ce club qui va jouer la Ligue Europa. Même à un moment donné, ce club avait la possibilité de défoncer Lyon, vous vous rappelez, bien sûr. Et c'est un match face à Montpellier, ils ont perdu, qui a tout détruit. Ils ont surtout aussi perdu le derby. Face à Lyon. Face à Lyon. Et parlons de ce joueur, Wabi Kazri. Kazri qui a fait du bien à cette équipe. Qui a été le meneur même de cette équipe de Saint-Etienne et qui l'a porté sur ses épaules jusqu'à la fin. Wabi Kazri. Il a de ses frappes monumentales. C'est Jean-Louis Gasset. On se rappelle quand il est venu, c'est une équipe qui ne se retrouvait pas. Il a fait de très très bons recrutements. Yann Villa qu'il est allé chercher, Kabela, Kazri. C'est lui qui a mis sa patte sur cette équipe. Et donc je crains que cet héritage-là qu'il laisse, attention à celui qui va suivre, de ne pas. Oui, c'est bien difficile. Quand vous dites ça fait déjà peur. Oui, surtout que des joueurs comme Villa ont affirmé que s'il part, il s'en va aussi. Parce que c'est un peu des coachs qui lui ont donné de la confiance et ils veulent lui rendre en retour. On sait qu'il y a souvent cette affinité entre les entraîneurs et les joueurs. Ce sont des choses qui se passent dans le monde du football. L'Olympique de Marseille finit 5e, mais pas de coupes européennes pour la formation phocéenne. 5e avec 61 points, pas de coupe européenne véritablement. Un véritable flop. Flop pour moi cette saison. L'équipe qui a été véritablement inconstante aussi. C'est une équipe qui a été inconstante. Elle n'a pas été inconstante, elle a été mauvaise. Parce que non, c'est ce que je le dis, parce qu'à un moment donné, on a retrouvé une équipe de Marseille qui arrivait quand même sur un certain nombre de matchs à gagner ces matchs. Et à huis clos. Mais après, c'est fini. Même face à des équipes moyennes, on ne retrouvait pas cette équipe compliqué de Marseille. Et à la fin, c'est Rudy Garcia qui s'en va, c'est Villas-Boas qui arrive. Et maintenant, on va voir si ce projet même des nouveaux patrons de Marseille va pouvoir prendre dès la saison prochaine. On attend de voir tout ça. Tout est à refaire au niveau de Marseille. Tout est à refaire. Tout. Du gardien jusque, voilà, on attaque même sur le banc. Pendant ce temps, on salue l'arrivée en studio de Joël Haïs. Salut Joël. Oui, bonjour Angelo. Comment est-ce que vous vous portez? Je vais très bien. Malgré la petite pluie, le temps maussade qui fait dehors, c'est ça? Oui, c'est ce qui a un peu embêté, mais... Voilà, vous êtes là. Bonne arrivée. Merci. Alors, on va s'intéresser à quelques chiffres. D'abord, avant les chiffres, parlons des relégués, Fifia Sogbavi, avec vous. Caen et Guingamp, vous l'avez dit, qui sont relégués. Guingamp, on le savait avant. Maintenant, il y avait une bataille, une course entre Dijon et puis Caen lors de la dernière journée. Et Dijon qui gagne lors de la dernière journée, mais en même temps, à compter sur, je crois, la défaite de Caen. La défaite de Caen, justement. Ce qu'on n'attendait pas du tout. Bon, mais... Et on savait que ça allait se faire entre les deux là. Et c'est Dijon qui se sauve et qui va jouer qui est en train de jouer les barrages pour le match aller. Hier, ils ont fait un but partout face au Racing Club de Lens. Maintenant, ils reçoivent. Je crois qu'ils sont véritablement en ballottage favorable et ils doivent pouvoir bonifier cela pour pouvoir se maintenir en Ligue 1 conformément. Alors, au niveau des chiffres, on en parlait j'aimerais quand même qu'on parle rapidement de Monaco qui se maintient. Allez-y. Mais qui se retrouve quand même à la 17e place avec seulement 36 points. De justesse. On ne pouvait pas s'y attendre en début de saison. Une équipe de Monaco, c'est dans le top 4 de la Ligue 1 ou dans le top 5 de la Ligue 1. Mais retrouver Monaco qui a souffert durant toute la saison, qui a lutté contre la relégation jusqu'à la dernière journée, c'est déplorable. Fifi, est-ce que c'est le fait d'avoir eu Thierry Henry sur le banc? Non, pas seulement, parce que même le retour de Jardim... Il est passé par là. On a l'impression qu'on a oublié. Ça fait partie de son CV. Il y avait Jardim. Après Thierry Henry, il y a eu Jardim. Mais je crois qu'il y a aussi la politique du club. On l'a dit ici durant toute la saison. Quand on a de bons joueurs, qu'à la fin on les vend tous et on ne prend pas le soin de
de recruter d'autres bons joueurs. C'est ce qui arrive. C'est vrai que dans le passé, ça a toujours marché pour Monaco, mais je crois que cette saison doit leur permettre de comprendre qu'on ne gère pas un club comme ça. Maintenant, Thierry Henry aussi est arrivé et il n'a pas su relever le défi. Peut-être par un peu d'orgueil, par manque d'expérience aussi pour ces trucs-là, mais il est parti. Jardim est revenu, mais on a compris que même avec Jardim, ça n'a pas été facile jusqu'à la fin. Il était arrivé dans le costume de héros, mais il est reparti comme un zéro. Voilà. Thierry Henry, un joueur que j'adore personnellement. Oui. Alors, vous avez des chiffres pour nous? Oui, quelques chiffres. Au total, il y a eu 972 buts marqués au cours de cette saison. Oui. Donc, 40,3% ont été marqués en première période, 59,7% en seconde période, 87 sur penalty. La moyenne de buts par match est de 2,5 buts. La journée la plus prolifique en buts, c'est la 5e journée avec 34 buts. Et la moins prolifique, c'est la 25e journée avec 17 buts. Le Paris Saint-Germain est l'équipe qui a marqué plus à domicile, sont 3 buts, plus à l'extérieur, 42 buts. Mais la meilleure attaque, c'est le Paris Saint-Germain, 105 buts, suivi de Lyon, 70 buts, suivi de Lille, 68 buts. Mais la meilleure défense, ce n'est plus le Paris Saint-Germain, c'est bien sûr Lille qui n'a encaissé que 33 buts. Sur les 38 journées. Sur les 38 journées, le Paris Saint-Germain en a encaissé 35 et Nice également en a encaissé 35. En termes de cartons, on peut parler de 872 cartons jaunes, contre 66 cartons rouges distribués. Et pour le meilleur buteur, rappelez-nous ça. Rapidement, je vais essayer de donner comme c'est la fin, les 10 premiers, c'est Mbappé 33 buts, Pepe 22 buts, Cavani 18 buts, Thauvin 16 buts, Dembélé 15 buts, Falcao 15 buts, Neymar 15 buts, Delors Andy 14 buts, Bamba 13 buts et puis Kazri également 13 buts. Et pour compléter le tout, le meilleur passeur de la Ligue 1 pour nom Savanier avec 13 passes décisives et puis Nicolas Pepe qui finit deuxième meilleur passeur du championnat. Deuxième meilleur buteur puis deuxième meilleur passeur. Ah oui, c'est magnifique pour lui, pour l'international ivoirien. Il reste certains acteurs. Allez-y. Les gilets jaunes. Oui, ils ont secoué la Ligue 1 cette année parce qu'on a eu plusieurs qui ont été reportés à cause de manifestations des gilets jaunes. Elle est belle celle-là. Un petit détour pour ah oui, franchement, j'apprécie beaucoup. Ils ont reçu quel prix? Et puis, il faut reconnaître qu'il y a eu une moins bonne nouvelle, c'est quand même la Ligue 1 qui a été entachée par le décès de Salah. Oui, ça c'est vrai. Du côté de Nantes. Ça c'est vrai, en début d'année. C'était une nouvelle franchement qui a assombri tout le monde du football, notamment la Ligue 1 française. Ah oui, franchement, repose en paix où tu te trouves, Emiliano Salah. Fifi, c'est bon? C'est bon. Mille merci à vous pour le travail abattu durant toute la saison. Fini pour la Ligue 1, c'est le dernier majeur dont on parle dans la série des bilans au niveau de Plateau Foot Europe. Cette fois-ci, nous ouvrons la fenêtre de la Ligue Europa. La Ligue Europa, direction Bakou en Azerbaïdjan, dans le Caucase, où s'est déroulée cette finale entre Chelsea et Arsenal. Dans son ensemble, Roméo Yetor, avez-vous vu une belle finale? Non, pas du tout. Ça ne ressemble même pas à une finale, même pas à un match de Première Ligue. Déjà dans un stade vide, on craignait cette situation. Je pense que l'UEFA a raté cette finale. L'UEFA a raté cette finale parce que ce n'était pas une belle soirée, on va dire, tant au niveau des acteurs qu'au niveau des supporters. C'était une soirée un peu triste, même si on a eu au total 5 buts dans cette rencontre. Le spectacle qu'on attendait n'était pas au rendez-vous, mais Chelsea a pu offrir à ses supporters une belle finale parce que les Blues ont marqué 4 buts et en ont encaissé 1. Je pense que Arsenal à un moment donné a démissionné, surtout en seconde période de cette rencontre, puisqu'en première période on a vu les Gunners ont titillé un
peu les Blues. Ils ont eu par moments quelques occasions, mais malheureusement, ils n'ont jamais transformé aucune de ces occasions. Et je pense que Chelsea, avec Eden Hazard qui jouait son dernier match avec les Blues, a pu porter son équipe jusqu'à la fin de cette finale. Chelsea a réussi une très belle partie. Je pense que c'est ce qui a au moins soigné l'image de cette finale. Armel Ouaba, vous l'aviez dit la dernière fois que cette équipe d'Arsenal avec Unai Emery sur le banc avait avait plus d'atouts par rapport à Chelsea. Oui. Mais la dernière fois, une équipe d'Arsenal qui a eu des occasions en première période, mais la deuxième, elle a été fatale aux Gunners. Oui, et c'est ce que je n'ai pas compris, parce qu'une première mi-temps, oui, là-bas, la faute, elle n'est pas celle de l'entraîneur, quand les joueurs ratent les occasions, quand ils ne sont pas réalistes. Mais la deuxième mi-temps, dit-on souvent, elle est pour l'entraîneur. Et qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau d'Unai Emery, je ne sais pas. Parce on parle du choix d'Ozil. Vous pensez qu'il ne devait pas être... Ozil ne mérite on plus devait d'être... mettre Guendouzi à la place de Mesut Ozil. Ozil ne mérite plus d'être sur un terrain de football. Le gars, il est perdu N'êtes-vous depuis pas des années. sévère avec lui? Non, pas du tout. Je Pas du crois tout. que ça aussi, on peut relativiser. Roméo? Parce qu'en première période, le travail d'Ozil a été important. Justement. Il a été important. Il a parce porté que, des ballons à justement, Lacazette. Mais quand vous ne marquez pas, c'est Aubameyang. difficile de pouvoir gagner un match. Quand vous avez 2 ou 3 occasions, et c'est difficilement... Mais vous n'arrivez même pas à transformer une occasion. Mais la suite du match sera compliquée. Je pense que Özil a fait son match. Maintenant, c'est au coach de voir si Özil ne peut plus continuer la partie, de le sortir au bon moment. Et Arben, vous continuez. Voilà. Et c'est là où Unai Emery rate sa finale, parce qu'il aurait pu mettre Ayobi par exemple, bien avant, depuis longtemps. On a vu un coach apathique qui ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il était là. Vous l'avez vu perdu? Oui, perdu sans grande solution, et ça c'était curieux vu toute l'expérience que le technicien basque a dans cette compétition. Oui. Mais à l'inverse, moi j'ai un homme pour qui j'ai un coup de cœur. Oui. C'est vrai, on en parle, ce n'est pas un grand attaquant, ce n'est pas ceci, mais le gamin, enfin le jeune homme ou l'homme continue son bonhomme de chemin, c'est Olivier Giroud. Quoi que l'on dise, ce n'est pas une star bling bling, Neymar, ce n'est pas peut-être 60 buts dans la saison, mais c'est un garçon qui est là. Très important, mentalement surtout, il est très fort, parce qu'à sa place, moi je crois que à subir toutes ces pressions-là, toutes ces critiques-là, à un moment, ça peut, flancher. Mais Olivier Giroud, il est là, il est le meilleur buteur dans cette compétition, seul meilleur buteur, et d'ailleurs le meilleur buteur français depuis des saisons. Voilà, c'est des performances en équipe nationale aussi. Je pense qu'il tutoie des noms comme Thierry Henry, Platini. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est que Olivier Giroud, mais c'est beaucoup de choses. Quand il aura raccroché, on comprendra véritablement la carrière qu'a faite ce garçon-là, même s'il n'est pas considéré à sa juste valeur. En tout cas, il faut saluer également sa façon de célébrer le but face à Arsenal, parce qu'il a déjà porté les couleurs de cette équipe. Fifi Asogbavi, Chelsea, avec un doublé d'Eden Hazard, le scénario parfait avant de quitter le Chelsea pour le Real Madrid. Il a porté son équipe jusqu'au bout. Et c'est pour dire, je vais bien sûr partir, mais je tiens à terminer ma mission avant de partir. Et c'est ce qu'il a fait, à aller jusqu'au bout. Je crois qu'il a été même passeur. Il a été même passeur dans cette rencontre. Oui, tout à fait. Et il a marqué 2 buts. Et c'est une bonne manière de partir. Maintenant, pour parler de Chelsea, bon, je crois que c'est mérité pour Chelsea. C'est vrai que Unai Emery, son avantage, c'était qu'il connaissait bien l'Europa League. C'était tout ça. Et tout ce qu'il avait avant le début de cette rencontre, c'est qu'il maîtrisait un peu l'Europa League, parce qu'il a déjà gagné 3 fois de suite. Avec Séville. Avec Séville. Donc, on se disait en finale encore, il va réussir. Mais quand on prend un peu l'équipe en face, Chelsea avec ces joueurs-là est très en forme. Je me dis que c'était pas gagné d'avance pour Emery. On l'a vu sur le terrain. Je m'attendais pas à un score aussi large, 4-1, mais je me dis que Chelsea n'a pas volé sa victoire, surtout quand on sait que Sarri, même sur le banc, avait eu des problèmes au cours de cette saison, et à un moment donné, tout le monde disait qu'on allait le renvoyer, il allait partir et tout, et qu'il ne donnait pas, parce qu'à un moment donné, Chelsea, même en première ligue, ce n'était pas ça, mais il a tenu jusqu'à la fin, il gagne le trophée, et en tout cas, c'est mérité pour cette équipe de Chelsea. Joël, vous qui suivez la première ligue, cette finale 100% anglaise, ça vous a emballé? Bon, pas trop, mais je continue pas à féliciter Chelsea pour ce que ce club a eu à faire dans cette finale. Il faut dire qu'Arsenal, comme tout le monde l'a vu, avait pris la première partie
pas Arsenal, mais certains joueurs d'Arsenal, surtout les attaquants, qui ont choisi de marquer rapidement dans le jeu. Mais en deuxième partie, franchement, toute l'équipe n'y était pas. Chelsea a réussi juste à concrétiser. Il faut dire qu'ils ont été très réalistes. Ils ont réussi à concrétiser les seules occasions qu'ils ont eues. Et voilà, ça a fait mal. Et il faut dire aussi que Eden Hazard, Oui. il tenait vraiment à cette finale parce qu'en 2013, vous vous rappelez, il était là, mais il n'avait pas joué, il était blessé. Donc il a dit cette année que c'est sa finale et c'est à lui de porter ce groupe-là. Et en plus, c'est son dernier match. Je ne peux que dire que félicitations à Chelsea. Et franchement, c'était pas vraiment un beau jeu, mais un jeu réaliste. C'est ce que je peux conclure. Mais j'ai aussi déploré l'absence de Mkhitaryan. Oui. Vraiment, Oui, justement, avec cette affaire voilà. géopolitique, etc., etc. Mais au même moment, on a également remarqué que cette équipe d'Arsenal, avec son duo Lacazette-Aubameyang, ce duo a été tout simplement éteint. Et pourtant, lors de cette Europa League, c'était le duo tout feu, tout flamme. Je pense qu'à ce niveau, l'expérience aussi compte. Quand vous regardez un peu l'équipe de Chelsea, la plupart des joueurs ont déjà affronté de telles situations, ont joué de compétitions d'envergure. Pedro, voilà, on ne présente plus ce joueur. Il a tout gagné. Voilà, Il a donc tout gagné. il y a Willian, Eden Hazard, ce sont des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. N'Golo Kanté qu'on n'attendait pas. Oui, mais et il est là. Je pense que surprise, c'était la surprise et c'est ça qui a bousculé un peu le plan de Emery parce qu'il aurait composé son équipe par rapport à cette absence de N'Golo Kanté, mais malheureusement pour lui, le Français était présent. Donc Chelsea a été une équipe très solide, contrairement à Arsenal. C'est vrai, le duo Lacazette-Aubameyang, ce duo a marqué les 8 derniers buts d'Arsenal dans cette compétition, mais malheureusement une très bonne défense également de David Luiz. Oui. Je pense que les Gunners n'ont pas eu de la matière pour pouvoir déstabiliser cette défense également. Un craint gardien, voilà, des Blues. Voilà, je pense que Chelsea méritait vraiment cette place, même en championnat. Chelsea est derrière. Enfin, Arsenal est derrière Chelsea. Une belle conclusion. Vous voulez ajouter quelque chose, Joël Aïe? Ajouter que ce que N'Golo Kanté est en train de réaliser, pour le moment, aucun Français ne l'a encore fait. Pas du tout. À son poste. Oui, à son poste, bien sûr. Parce que franchement, ce monsieur, on ne compte pas souvent avec lui, mais c'est lui le poumon, pour ne pas dire la fondation même du jeu. Dans tous les clubs où il passe, il a toujours été exceptionnel et toujours meilleur à ce poste. Même Eden Hazard, Steven Gerrard a dit que c'est le meilleur milieu au monde, même devant lui. Il faut dire que ça veut dire beaucoup de choses. En tout cas, N'Golo Kanté, l'humilité du football, comme le disent beaucoup, c'est quelqu'un de très effacé, simple, très effacé. Et très très important dans le jeu quand on est sur une pelouse pour jouer le football. Voilà qui est dit. Pour la Ligue Europa, c'est bien terminé. Et demain, il y aura une autre finale, c'est ceci. Ah oui, quand elle résonne, elle donne des frissons, elle donne la chair de poule, Armel Ouaba. Bien sûr. Demain, du côté du Wanda Metropolitano, pas Chelsea, c'est Tottenham. Tottenham, un autre club de Londres qui va affronter la formation de Liverpool qui était en finale la saison dernière face au Real Madrid. Oui, vous pensez à quoi par rapport à cette finale? Je pense à un entraîneur qui aura une seconde chance. Et puis un autre entraîneur qui aura aussi la chance d'en faire décrire son nom, notamment Mauricio Pochettino. C'est un entraîneur qu'on ne voyait pas trop venir, mais qui a essayé à propulser cette équipe-là en finale. Oui, je crois aussi qu'on aura un match entre deux équipes qui se connaissent déjà très très bien. Mais attention, la Ligue des Champions cette saison nous a montré qu'il ne faut surtout pas miser sur une équipe. J'ai envie de dire que Liverpool, avec l'expérience que cette équipe a acquise la saison passée, puisqu'elle était déjà en finale, par favori, mais non, l'histoire m'a appris qu'il ne faut plus affirmer ce genre de choses. Donc ce sera un match 50-50, plein, avec des joueurs totalement à la disposition des deux équipes, des deux entraîneurs. Et donc véritablement, je ne vais pas me mouiller. J'attends seulement de voir une finale pleine, mais petit penchant quand même, je l'avoue, pour Liverpool, oui. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est mon club en Angleterre. Fifi Asogbavi,
Xavi, Jürgen Klopp qui revient pour peut-être soulever ce fameux Graal. Il faut reconnaître tout simplement selon les chiffres qu'il est maudit en finale. 8 finales disputées, 7 de perdues. Et donc c'est compliqué pour lui de pouvoir être l'heureux élu à la fin d'une finale face à une équipe de Tottenham. Qui voyez-vous plus fort que l'autre? Comme le dit Armel, c'est avec cette Ligue ne des restez pas Champions. aussi prudente, je allez suis oser, prudente dites parce des que choses. J'avais dit ici que Barcelone, rien ne pouvait empêcher Barcelone d'aller en finale et on a vu ce qui s'est passé. Et si je m'en tiens aux forces en présence, je dirais que sur le papier, Liverpool part avec la faveur des pronostics parce qu'on a vu tout ce que Liverpool a fait en Ligue des Champions jusqu'à arriver là. Et puis même ce match-là face au Barça, un match gagné au mental et psychologiquement. Et sur le plan physique, sur le plan qualité, je vois Liverpool un peu au-dessus de Tottenham. Mais attention, en face, on a eu une équipe qui a quand même su éliminer l'Ajax, l'équipe qu'on voyait tous en finale. Qui a éliminé City aussi. Qui a éliminé City aussi. Et vous avez vu le match, c'est jusqu'à la fin, Tottenham a joué aussi bien face à City que face à l'Ajax. On a vu deux matchs qui ont été gagnés dans les derniers instants. Ça veut dire qu'au mental, cette équipe sera encore présente. Donc, il ne faut pas du tout dire maintenant que Liverpool va battre Tottenham. Liverpool part avec la faveur des pronostics, mais le match va se jouer sur le terrain, sur un terrain neutre. Et ça va aller jusqu'au bout, on verra. Elle a été prudente jusqu'au bout. Elle n'a voulu rien dire. Alors, Joël, vous qui êtes un féru de Manchester United, entre vous et puis Liverpool, c'est une grosse rivalité. Ouais. Vous prouvez pour que Tottenham renverse les Reds? Non. Ou autre chose? Non, moi je suis raide et je resterai toujours raide. Non, c'est un faux supporter ça. Non, je suis raide. De Manchester United, parce hein. que moi je suis Manchester United. Ouais, il faut l'ajouter. C'est Liverpool. C'est vrai. Voilà. Vous savez, il y a une rivalité entre Manchester et Liverpool en termes de trophées. Voilà. Le nombre de trophées gagnés, bien sûr. Et puis, ce qui s'est passé avec lors d'une dernière journée où on pense que c'est Liverpool qui a empêché Manchester. Oui, en donnant le titre à Chelsea. Oui. C'était Gérard qui a fait retropasse à Drogba et voilà. C'était en 2000. À Dembaba. Non, c'était. À Drogba. Il a fait carrément une retropasse. Ah, d'accord. Oui. Mais il y a eu l'histoire de Dembaba oui, également. Dembaba aussi. Alors, parlons de la finale. finale. Voilà. Ok. Oui, parlons de cette finale, franchement, comme tout le monde le dit. Sur le papier, Liverpool est largement favori. Et moi, j'aimerais vraiment que nos compatriotes africains finissent cette année avec ce trophée. Je pense particulièrement à Madio et Sadio Mané, qui méritent largement de soulever ce trophée, et à Salah et aux autres. Mais franchement, attention, il y a Lucas Moura aussi qui est de l'autre côté. Et Mauricio Pochettino sait que c'est son dernier match de l'année et il peut jouer un vilain tour à Jürgen Klopp, quand bien même il est souvent prudent avec de bons joueurs. Mais je pense quand même que, je le dis, je vois largement Liverpool passer, même s'il n'y aura pas un grand score dans cette finale. Roméo, on se rend compte que lors de la demi-finale retour face au Barça, ce sont deux joueurs inconnus, ou bien deux joueurs sur lesquels on ne comptait pas forcément. Wijnaldum du côté de Liverpool et puis Lucas Moura du côté de Tottenham. Est-ce qu'on s'attend encore à une surprise demain dans cette finale? C'est probable. Sauf que les deux coachs n'auront pas la tâche facile. Pour que Jürgen Klopp puisse faire ce choix, il y a des absents. Du côté de Tottenham avec Pochettino, c'était pareil. Maintenant, ces joueurs qui étaient absents sont de retour. Comment vont-ils constituer leur équipe? Ça devient un casse-tête. C'est ça, surtout pour Jürgen Klopp. Parce que Mohamed Salah n'était pas là, Firmino n'était pas là. Ces deux joueurs sont de retour. Maintenant, il faut réajuster son effectif. Mais on dit souvent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Et l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe sans Mohamed Salah et Firmino. Je pense que sur le papier, Liverpool est largement devant Tottenham. Quand on voit cette équipe dans chaque compartiment, il y a de très bons joueurs. En attaque, on n'en parle plus. Et surtout, ce qui fait la force des Reds cette saison, c'est sa défense avec Van Dijk, qui est le meilleur défenseur et le meilleur joueur de la première ligue. Roméo, vous faites comme si Liverpool n'a pas de faille.
Je ne dis pas que Liverpool n'a pas de failles, mais je suis en train de présenter le point positif, les forces de Liverpool. Maintenant, les failles, peut-être que ça va être un moment de distraction, de manque de concentration, parce que face au FC Barcelone, cette équipe est restée concentrée du début jusqu'à la fin. Et c'est ce qui a fait la force, la puissance de Liverpool. Match retour, bien sûr. Match retour, bien sûr. Maintenant, Tottenham est sorti d'une situation inespérée face à l'Ajax que Tottenham a renversé à l'extérieur. Maintenant, on voit que la balance s'est un peu équilibrée. On sait que le football nous réserve des surprises agréables, parfois désagréables. Et le football ne parle pas le même langage que nous. On attend ce qui va se passer. Mais sur le papier, Liverpool est en avant. Ah oui, c'est affiché clairement la position de Roméo Yedder. Heureusement que demain, on aura un stade plein, contrairement à ce qu'on a connu du côté de Bakou. Il n'y aura pas de joueur qui ne va pas faire de déplacement. Voilà. Et il semble que les supporters de Liverpool seront les plus nombreux dans le Wanda Metropolitano, parce que d'abord, il y aura beaucoup de billets à la revente du côté de l'Espagne. Et donc, les Anglais sont férus de ce genre de phénomène. Ça, ce sera sur le terrain. C'est-à-dire, oui, Liverpool aura un grand nombre de supporters sur le terrain. Mais en dehors, Tottenham a tous les autres adversaires de Liverpool. C'est quoi vous dites là? Oui. Qu'est-ce que ça va chercher? Il y a une grande coalition. Ça va chercher quoi ici? Alors, pour rappel, l'arbitre de cette finale-là, pour notre Damir Skomina, il a déjà eu à arbitrer la finale de la Ligue Europa en 2017 et puis la Super Coupe d'Europe en 2012. Naturellement, il y aura ses assistants. Il y a également la VAR ou le VAR, de toutes les façons, durant cette compétition. Alors, on s'achemine pratiquement vers la fin de cette émission. On va s'écouter une belle mélodie pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas encore cette mélodie, mais on aura le temps de la voir, pourquoi pas. Alors, on va faire le tour de table. Moi, j'aimerais dire quelque chose pour finir. C'est la finale jouée en Azerbaïdjan de l'Europa League. Oui. On a déjà dépassé ce cap, Fifi. Oui, mais je ne veux pas parler du match, mais c'est le choix même de la... Ah ouais, mais... Vous avez compris quelque chose par rapport à ça? Puisque le stade était vide. Bon, voilà. Prochainement, peut-être, l'UEFA devait penser à avoir les pays qui ont... Voilà, ils vont. Ils ont la capacité à aller au stade, même si ce n'est pas leur club qui joue. Et curieusement, lorsqu'on fait les recherches, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs pays candidats pour cette finale, l'Allemagne, l'Italie, plein de pays, mais finalement c'est l'Azerbaïdjan qui a été choisi. On a vu les conséquences la dernière fois. Ouais. Alors, la FIFA, tout comme l'UEFA, c'est la grande mafia. Bon, vous avez les preuves? Il faut démocratiser le football. Vous avez les preuves? Vous avez les preuves? D'accord. Si vous avez les preuves de ce que vous avancez, alors c'est bon. Alors, on va faire le tour de table pour saluer quelques inconditionnels de cette émission. Joël Aïe, on démarre avec vous. Oui, un bonjour particulier à tous nos amis de la plateforme Triple C. Un bonjour Liverpoolois à Teco. Ok. Et oui, bonjour à tous nos amis frères musulmans, en particulier mon coach Amadou Mounirou et à mon frère Habib Alpha. D'accord, c'est bien noté. Armel Ouaba. Nobel Egbaré qui nous suit tout le temps. Il y a aussi le chef d'état-major, qui nous suit aussi. Il y a aussi le commissaire Adoui de l'OTR, qui semble-t-il nous connaît tous et connaît surtout Fifi Assogbavi. Comme quoi on est suivi. Et puis une grande délégation au port autonome de Lomé, de dockers qui, malgré les bagages, avec des écouteurs, suivent PFE. En tout cas, beaucoup de courage à eux dans leurs activités respectives. Fifi Assogbavi? Oui, je pense à tous ceux qui sont sur la plateforme. Oui. Et puis, Mama Togo. Il faut dire qu'il fait un froid de Sibérie ici. Voilà pourquoi vous avez les mains voilà, pratiquement dans votre veston. Et c'est la faute à elle, on m'a dit. Mama Togo, Youssif, l'ami Tchedré, Mustapha Alassani. En fait, je pense à tous ces musulmans qui ont l'habitude de nous suivre et qui sont en jeûne et qui vont bientôt fêter Ramadan. Exactement. Le message est sûrement passé. Ah oui, cette belle mélodie du groupe Section d'Assaut.
Quoi qu'il arrive, il faut toujours rester debout. Merci Pélagie Mekoum d'avoir fait le boulot pour nous trouver ce son. Roméo Yetor. Alors, beaucoup de courage à Benoît Noussoukoui, sans oublier Papa Arsenal. Bonne chance à l'homme de Liverpool, Dagbale Pedo. Je souhaite également une excellente journée ou excellente soirée si vous nous écoutez le soir à l'adjudant-chef Yeriman, sans oublier donc Julien Dalété. Voilà qui est dit. On salue Yvette Clousset, tous les collègues de la rédaction de Sport FM, surtout aux musulmans qui sont toujours au niveau du carême, Latif Yoroma, Sédou Foudou, et puis également un coucou spécial à Sewa, sans oublier ADGT, et puis les négociateurs, tous ceux qui sont sur la plateforme PFE, et puis sans oublier qui d'autre, les femmes qui sont là-bas, Sika Rovi, Léonce Bati, Evelyne Benyedi, etc., etc. On salue également au passage Franck Lunyama et puis Ezekiel Ayataï. Le dernier numéro de l'émission, ce sera lundi. Ce sera le dernier de la saison. Ouais. Avec, voilà. Vive les vacances. Vive les vacances. Voilà. Vous irez où, Armel? Vaucan. Ça, c'est chez nous. C'est chez nous. Et Fifi, vous? Attaque pas bien. C'est bien, c'est chez nous. Joël? Oui, Cotonou. Ah oui, bon, c'est juste à côté. Et Roméo? Moi, je vais en Espagne. Voilà qui est dit dans la bonne humeur. Oui, on se retrouve. Oh, moi, je reste à la maison. Merci à vous tous pour la fidélité d'écoute. Votre fidélité, sincèrement, nous honore tous les lundis et vendredis. On se retrouve justement lundi pour le dernier numéro de la saison. Merci à Elom Adovon qui a réalisé la vidéo de cette émission. Sans oublier Pélagie Mekoum, notre majesté. On se donne rendez-vous lundi, toujours avec le même plaisir, même chaîne, même heure. À très très bientôt. Ciao, ciao.